Chapitre 3. Il me fut impossible de dormir cette nuit-là. Hanté des plus sombres pressentiments sur l'issue de l'attaque martienne, je ne fermais les yeux que pour voir défiler dans mon imagination surexcitée des tableaux de désastres nets et précis comme des miniatures, empruntés à l'histoire des guerres les plus calamiteuses, et aux visions prophétiques du romancier anglais. Le cylindre tombait du ciel dans la banlieue de Londres, le rayon ardent, les tripodes de guerre dévastant plusieurs comtés de l'Angleterre, les deux envahisseurs succombant au bout de quelques jours aux microbes de leur nouveau domicile. En serions-nous quittes à si bon compte? Je n'osais le croire. Je me perdais en interrogations sur les motifs qui avaient poussé les Martiens à cette attaque brusque et au lieu de solliciter le droit de s'établir pacifiquement, sur quelque territoire de notre globe, l'humanité n'aurait pas refusé un asile à ses frères sidéraux chassés de leur planète natale par le froid, et la raréfaction de l'air et de l'eau, bref, par le destin qui nous était réservé à nous-mêmes. Dans un avenir plus ou moins éloigné, la charité. Mais dans un rire amer je comprenais, que cette noble utopie n'avait pas cours sur Mars, peuplée d'êtres à l'intelligence uniquement positive, férocement utilitaire, et qui aurait massacré de gaieté de cœur tous les habitants du système solaire pour ménager à leur race, un séjour plus confortable. Et je songeais aux nobles et sympathiques Joviens, qui eussent préféré mourir, eux, jusqu'au dernier, plutôt que de commettre une injustice délibérée. Je renonçais à toute idée de sommeil. Mes yeux erraient, par la fenêtre ouverte, sur l'étendue liquide de la baie, où le jusant commençait, sous le clair de lune. Vers le nord, les faisceaux lumineux des phares de Berck et du Touquet balayaient l'horizon, et les projecteurs du Crotoy, éclairaient au passage des silhouettes mouvantes de rotatifs. À l'aube, la solitude me fut brusquement insupportable, et, poussé par une impulsion irrésistible, je me levai, m'habillai, et me mis en route, par les sables, vers le camp d'aviation. Il était 6h moins le quart lorsque j'y arrivai. Mon ami Sylvain, déjà debout, ne fut aucunement surpris de me voir. Il m'attendait presque, sûr que je devais ressentir la même inquiétude et le même besoin de réconfort social qu'il éprouvait lui aussi. En costume d'aviateur, il achevait, avec 3 mécaniciens, la mise au point de son nouvel appareil à turbine réactive, bien supérieur, affirma-t-il, aux hélicoptères courant dont les hangars s'alignaient à perte de vue des deux côtés de l'aérodrome. La grosse horloge du camp sonna 6h. Nous tressaillîmes tous. Sailly. Nancy doit avoir son compte réglé, gouailla le plus jeune mécano. Tu te crois bien malin de blaguer à cette heure, idiot, lui lança le duc. Tu rigolerais moins si tu étais. Ou si par hasard Ganymède s'était trompé et que... Mais je n'achevais pas. Poussant un cri inarticulé, le jeune loustic tendait un index que suivirent nos regards, magnétisés aussitôt, un long trait de flamme rouge rayait obliquement le ciel, dans la direction du sud, et, telle une étoile filante, mais visible malgré le plein jour, s'abîmait lentement derrière l'horizon. Sidérés, nous n'avions pas encore fait un geste, qu'un sifflement prolongé, passant de l'aigu au grave, nous parvint à son tour. Alors seulement des exclamations d'horreur nous échappèrent, et le duc se prit le front à 2 mains. La direction de Paris, murmura-t-il. Qui sait? Ma pauvre Gaby, au Mont Valérien. Ah, les immondes brutes. Et soudain, bousculant ses aides interdits, grouillez-vous donc, vous autres. Appareillez. Non, bon Dieu, pas le nouveau taco, mon vieux zingue, le ND2G2. Au trop. Si je ne suis pas en l'air d'ici 3 minutes, montre en main, je vous signale pour refus d'obéissance. Les 3 hommes s'élancèrent dans le hangar indiqué. Une inspiration soudaine m'envahit, un désir furieux de voir, moi aussi, le spectacle inconnu et formidable, dont le soupçon me tordait l'épigastre. Oh, si le duc partait sans moi, j'en deviendrais fou sur le champ. Mais il dut lire ma pensée dans mes yeux, car je n'eus pas besoin de me parler. Il m'entraîna par le coude vers son vestiaire. Tu viens, naturellement, vieux Léon? Vite, passe cette combinaison, ce casque. Bien. Ça ira. Le moteur de l'hélicoptère ronflait déjà. Le duc m'introduisit dans la carlingue, entièrement faite d'une matière transparente comme du verre, prit place à côté de moi sur le siège de commande, referma la porte étanche, relia nos casques par le fil téléphonique, et embraya. Les hélices sustentatrices, en rotation accélérée, ne furent plus qu'un fantôme circulaire puis les propulsives, je me sentis appliqué dans le capitonnage par la rapide ascension. À travers le plancher transparent, singulière sensation d'insécurité, je voyais se rapetisser à vue d'œil les fermes, les vaches, les arbres de la verte campagne, les grèves de la baie, les maisons de Saint-Valery, le ruban clair de la Somme, en fuite vertigineuse. Malgré le bruit du moteur,
le tumulte des hélices et le fusement des couches d'air déchirées à toute vitesse. La voix de le duc, penché sur ses manettes et ses cadrans indicateurs, résonna dans mes microphones, net et chuchoté: je donne l'oxygène, nous monterons à 8000 mètres, pour filer plus vite. Dans 35 minutes nous serons sur Paris. Tiens, regarde, voici Abbeville, là, un peu à gauche. Mais l'angoisse me dévorait, et malgré l'évidente rapidité de notre vol, le trajet me sembla durer des heures. Amiens, minusculisé par la distance, autour de sa cathédrale, me laissa voir à la jumelle, une foule d'insoucieuses fourmis humaines piquetant ses rues, ses places. Les tramways, vus par leurs toits blancs, semblaient immobiles. Au-delà, il y eut une zone de nuages, le sol n'apparaissait plus que par intervalles. Des usines fumantes, créaient. Et soudain un cri vibra dans mon casque: Paris brûle, c'est tombé sur Paris. Droit devant nous, à l'horizon dégagé, une sorte de fumée bizarrement rougeâtre s'élevait dans l'azur. De seconde en seconde elle s'élargissait, prenait une importance croissante dans le panorama. Je distinguais bientôt à l'œil nu, les villes de la banlieue et une partie de la capitale, la rive droite, parsemée de foyers d'incendies secondaires. Le grand rideau de fumée, traversé de flammes rouges, visible malgré le plein jour, semblait suivre le cours sinueux de la Seine, et se prolongeait vers l'ouest, très loin. La tour Eiffel était invisible, mais notre altitude permettait de distinguer, par-delà la zone sinistrée, les antennes géantes du mont Valérien affamé sauve. En tout cas, dis-je à mon ami, étourdiment. Mais le duc haussa les épaules avec une irritation bien excusable. Eh, tu es bête, elle n'y loge pas, au mont. Elle habite 7, rue du Plex, de l'autre côté de l'eau, à 2 pas du champ de Mars. Je ne cherchais pas de mots pour le rassurer. Ce rideau de fumée rouge, ou de feu, qui barrait la vue, suivant le cours exact de la Seine, pouvait aussi bien englober toute la rive gauche. En tout cas, la rive droite, qui déployait sous nos pieds sa province de maisons, semblait avoir été criblée d'obus incendiaires. 20-30 foyers de cette insolite fumée rouge, s'éparpillaient entre les monuments qu'il devenait facile de reconnaître, car nous arrivions à vitesse réduite au-dessus de la chapelle. Le canal de l'Ourcq, le bassin de la Villette, dégageaient, eux aussi, la tumultueuse effervescence rouge. On eût dit un feu de Bengale brûlant en plein jour. Oui, des feux de Bengale partout allumés, à la gare du Nord, aux arts et métiers, aux halles centrales, à côté de l'Opéra, autour de l'Arc de l'Étoile, partout, jusqu'à la barrière écarlate de la Seine, oui, de la Seine elle-même. Transformée en un fleuve de feu. Spectacle sublime et horrible, la capitale de la France et des États-Unis du globe, Paris cerveau du monde, avait été vouée à la destruction par nos frères de l'espace. Mais comment la torpille martienne avait-elle pu produire cette conflagration gigantesque? Je sentais ma raison vaciller devant ce désastre inouï, dont je ne pouvais détacher mes regards. Sous nos pieds, à quelques 100 mètres, la basilique de Montmartre, encore intacte, étalait, vanégide, l'or étincelant de sa coupole, mais au-delà, sous le square de la Butte, un cratère semblait s'être ouvert, vomissant une véritable éruption de lourde vapeur rutilante, qui s'écoulait à la manière d'un liquide, et s'épanchait sur le boulevard Rochechouart, où nous vîmes des gens fuir éperdus. À droite et à gauche, ce mascaret dévorateur. Sur la place de la Trinité, je crois, à l'angle de la rue Saint-Lazare, une escouade de pompiers, s'affairant autour de leurs pompes, criblait de jet puissant le front d'un torrent de gaz rouge, qui dévalait avec lenteur de la rue de Londres. Mais par un phénomène inexplicable, une flamme énorme, dont le ronflement nous parvint à travers les parois de la carlingue, naissait au contact de l'eau et jaillissait tumultueusement jusqu'aux derniers étages des immeubles avoisinants, où l'incendie se déclara aussitôt. Mais nous filions toujours, droit vers la rue du Plex, me cria le duc, et le rugissant rideau de feu au-dessus duquel il nous fallait passer nous hypnotisait. Les flots de naphte enflammés qui se répandent parfois, dit-on, à bas coût, sur la mer Caspienne, ont à coup sûr moins d'épouvantable grandeur, que n'en offrait la Seine transformée sur tout son cours d'aval en un phlégeton flamboyant, qu'alimentaient 4 ou 5 sources de gaz rouge. L'une entre autres, sur la place de la Concorde, se dégorgeait avec furie d'une sorte de monstrueuse cheminée sortant, obliquement d'un vaste cratère où s'était engouffré tout un pâté de maisons, à l'entrée de la rue Royale. Et je compris, à l'instant, que c'était là le corps principal de l'engin martien, le culot de la torpille qui avait, d'une façon ou d'une autre, projeté sur tout Paris, dans sa chute, cet éparpillement de foyers secondaires. Un rotatif blanc de la police aérienne,
Aucun de ceux que nous avions croisés jusque-là n'avait fait attention à nous, prétendit nous interdire de survoler la scène en feu, mais nous franchissions déjà le brasier tumultueux, dont la chaleur et la fumée nous atteignirent à l'altitude de 400 mètres. La rive gauche offrait le même spectacle que la rive droite, les foyers générateurs de gaz rutilant couvraient tout Paris. Mais Sylvain ne voyait qu'une chose, parmi ce désastre, l'immeuble qui abritait sa femme, le NDEGC de la rue Duplex. Une inquiétude affreuse lui contracta les muscles sur ses manettes, au point que notre rotatif donna un brusque coup de tangage, lorsqu'il vit en feu le palais du Directoire terrestre, qui occupait depuis 20 ans la majeure partie du Champ de Mars, juste derrière la tour Eiffel. Les 3/4 du palais flambaient, les réfugiés sur les corniches de la partie encore intacte, des gens levaient les bras vers nous, appelaient au secours, car le mortel gaz rouge emplissait de son flot toutes les rues adjacentes. Mais les sauveteurs officiels arrivaient dans leur rotatif blanc, et les yeux inquiets de mon ami avaient déjà reconnu, au-delà de la place Duplex, l'immeuble conjugal. « Vois-tu Gabriel ?» me demanda-t-il d'une voix étranglée, car il ne pouvait alors lâcher ses commandes à se regarder à la jumelle. Je la reconnus, drapée d'un peignoir clair, parmi les 15 ou 20 personnes, qui s'agitaient sur le toit en terrasse. « Dieu soit loué !» s'écria le duc, « mais il va falloir l'enlever de là. » Enlever n'était pas exagéré, tandis que notre rotatif, arrivé au-dessus de l'immeuble, descendait prudemment pour s'y poser. Les rescapés se bousculaient avec des gestes fous, dans l'espoir d'être recueillis et soustraits à un danger imminent, d'ailleurs mystérieux pour nous, car l'inondation des gaz délétères ne pouvait les atteindre, à cette hauteur, et nulle trace d'incendie ne les menaçait, aux environs immédiats. Nos propulseurs arrêtés, les sustentatrices nous maintenaient à 3 mètres au-dessus de la terrasse, immobiles. D'une main, le duc prit dans sa poche intérieure une longue baguette blanche, et me la tendit, après une demi-seconde d'hésitation. « Tant pis, murmura-t-il, c'est un cas de force majeure. Prends ce foudroyant, vieux Léon. Tu le pointes comme ceci, et tu presses ce bouton noir marqué F, simplement pas le rouge surtout. Et n'hésite pas à déblayer le terrain. Nous avons 2 places disponibles, mais Gabi seul doit monter avec nous, impossible de choisir un autre passager, ils sont trop. Ouvre la carlingue, tends l'échelle, et feu sur tout ce qui n'est pas Gabi. » Gabi, lança-t-il à plein poumon aussitôt que j'eus exécuté ses 2 premiers ordres. Mais dans une frénétique poussée d'hommes refoulant les femmes, 10 mains vigoureuses s'étaient agrippées au barreau de l'échelle de corde, une espèce d'acule en pyjama bleu arrêt rose, au mépris de mes injonctions, avait déjà commencé à l'escalader, et son visage apoplectique et glèbre, touchait presque à mon foudroyant dont je n'osais me servir. Lorsque ce cri de Sylvain, Gabi seul, arrière tout le monde. « Abat-le donc !» déclencha mon geste meurtrier. Un fusement bref jaillit de l'arme, et l'Hercule, la tête emportée, lâcha prise et dégringola, raide comme un mannequin de tailleur. Toutes les mains abandonnèrent l'échelle, et nos assaillants, sous la menace de ma baguette, reculèrent épouvantés. « Gabi, vite, Gabi !» et là Sylvain. Et s'élançant dans l'espace libre, la jeune femme bondit vers moi, cramponnée aux échelons mais incapable d'y poser les pieds. D'un effort suprême, je l'enlevai par les 2 poignets, la tirai dans la carlingue, puis arrachai l'échelle à la rue hurlant des malheureux condamnés. Je n'avais pas refermé la porte que j'étais projeté à 4 pattes sur le plancher transparent par notre brusque évasion verticale. Mais au bout de 10 secondes d'affreux cris de désespoir nous parvinrent. Je vis avec une horreur inexprimable le groupe des rescapés, déjà minusculisés, vaciller comme des gens ivres. La terrasse s'inclina d'un bloc, de plus en plus, les déversa par-dessus la balustrade, dans le vide, et tel un château de cartes, l'immeuble tout entier s'écroula, dans un fracas tonitruant de maçonnerie déversée parmi les flots de gaz rouge, qui se refermèrent sur ces débris. Devant le spectacle de la hideuse mort à laquelle nous venions de l'arracher, Madame le Duc s'était évanouie sur son siège. Tout en m'efforçant de la faire revenir à elle, je prévins mon ami, que ses fonctions de pilote arrivaient aux commandes de l'appareil. « De toute façon, répondit-il, nous ne pouvons rester en l'air indéfiniment à voir brûler Paris. Il nous faut atterrir quelque part. » Mais où ? 20 minutes à peine avaient dû s'écouler depuis notre arrivée sur la capitale, 1 heure en tout depuis la chute de la torpille martienne, et en ce peu de temps la catastrophe avait pris des proportions démesurées. Les infernales vapeurs gagnaient du terrain autour de leur source bouillonnante, et s'infiltraient dans toutes les artères, grandes et petites, qui dessinaient leur réseau en rouge sur cet énorme plan de la ville étalée sous nous, traversés par les méandres de son fleuve en feu, criblés de taches sanglantes, barbouillés de la fumée des incendies qui se multipliaient. Alors que nous planions,
Indécis sur le parti à prendre, et fascinés par l'horreur grandiose du spectacle, nous vîmes 2 ou 3 nouveaux pâtés de maison se disloquer, s'affaisser, rongés à la base par l'inondation corrosive, comme fait un morceau de sucre dans du thé brûlant. Le fracas de ces écroulements, les cris de détresse des victimes, percèrent un instant le tumulte formidable qui s'élevait du désastre. Grondements, ronflements, explosions, hurlements de sirènes des rotatifs policiers tournoyant, telle une nuée de mouettes affolées, par toute l'atmosphère, piquant çà et là vers un toit chargé de rescapés, et filant aussitôt vers quelqu'un des points culminants épargnés par l'inondation rouge. Montmartre, les buttes Chaumont, l'Observatoire. Malgré l'altitude de 500 mètres où nous maintenait le duc, une brume roussâtre commençait à nous envahir, et des bouffées de fumée âcre s'infiltraient dans la carlingue par la porte que je n'avais pas su refermer correctement. Gabriel, ranimé par ce révulsif imprévu, toussa, ouvrit les yeux, et reprit conscience de la situation. C'était une femme de tête, et elle sut, cette fois, dompter ses nerfs. Le spectacle de Paris assassiné par les gaz martiens, lui arracha d'abord un long sanglot étouffé, puis, jetant ses bras au cou de son mari, elle appuya doucement la joue contre son casque, et lui dit « Sylvain, que fais-tu? Ne restons pas ici. Il faut aller au Mont Valérien. Là nous aurons des nouvelles, c'est mon poste, d'ailleurs. » Et tandis que le duc, adoptant le judicieux conseil, pointait notre véhicule aérien vers le mont hérissé des gigantesques antennes de la TSF officielle commandant tous les postes du globe, la jeune femme ajouta, en se voilant la face à 2 mains, « Oh, vont-ils donc laisser brûler et mourir tout Paris? Comment ne détruit-on pas ces foyers de gaz ?» La réponse était trop aisée, et Gabrielle elle-même se la fit, pendant que nous volions à grande vitesse au-dessus des faubourgs, moins atteints que le centre de la capitale, et dont les rues grouillaient d'une foule en ruée panique vers la banlieue. L'erreur des astronomes joviens, en indiquant Nancy comme point de chute de la torpille martienne, avait fait concentrer autour de cette ville tous les moyens de défense. Et qui sait, avec la destruction du palais du directoire terrestre d'où émanaient actuellement toutes les initiatives gouvernementales du globe, qui sait si un seul directeur avait survécu pour envoyer à Nancy l'ordre de replier sur Paris, en toute hâte, les moyens de défense.